Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet aussi passionnant que compliqué, l'Union européenne. On la voit souvent comme un grand projet d'unité, mais en réalité elle est tout le temps en train de jongler entre des tensions internes et des pressions qui viennent de l'extérieur. C'est un vrai numéro d'équilibriste, vous allez voir. Alors la première question qu'on doit se poser, et c'est un peu celle qui pique, cette union, est-ce qu'elle est vraiment si unie que ça? C'est vraiment la question clé qui va nous permettre de décortiquer les fractures qui la parcourent. Allez, on entre dans le dur. La première grande fracture, celle qu'on voit tout de suite, elle est économique. Et attention, on ne parle pas d'un petit écart. Tenez-vous bien, le PIB par habitant au Luxembourg est 12 fois plus élevé qu'en Bulgarie. 12 fois! C'est juste un gouffre. Et ça nous montre à quel point les niveaux de vie peuvent être radicalement différents d'un pays à l'autre, au sein même de l'Union. Et si on zoome, si on regarde à l'échelle des régions, là, le contraste est encore plus violent. D'un côté, l'ouest de Londres qui explose les compteurs à presque 600% de la moyenne européenne, et de l'autre, des zones rurales en Bulgarie qui sont à peine à 13%. On voit bien cette Europe à 2 voire 3 vitesses, avec des métropoles mondialisées hyper riches et des territoires qui, eux, sont un peu à la traîne. Bon, face à ça, on peut se demander si l'Union européenne fait quelque chose. La réponse est oui, bien sûr. Elle a même une mission super ambitieuse, essayer de réduire ces écarts. Et son arme principale pour ça, c'est ce qu'on appelle la politique de cohésion. L'idée, elle est assez simple en fait, c'est un grand principe de solidarité financière. En gros, les régions les plus riches mettent au pot pour aider les moins riches à se développer et à rattraper leur retard. Et pour que ça marche, il y a plusieurs grosses tirelires, les fameux fonds structurels. Derrière ces noms un peu barbares, FEDER, FSE, FEADER, il y a de l'argent très concret. Ça finance des ponts, des routes, ça aide des gens à trouver du travail grâce à des formations, ça soutient les agriculteurs, bref, des milliers de projets qui changent la vie sur le terrain, partout en Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que cette idée de solidarité, ce n'est pas du tout un truc récent. C'était déjà écrit noir sur blanc dans le traité de Rome en 1957, l'acte de naissance du projet. L'objectif a toujours été là, réduire les inégalités entre les régions. C'est vraiment dans l'ADN de l'Europe. Mais c'est là qu'on touche au grand dilemme de l'UE. D'un côté, on a cette politique de cohésion qui veut aider les plus faibles. Et de l'autre, on a une logique de compétitivité qui pousse à soutenir les territoires qui sont déjà les plus forts pour qu'ils puissent rivaliser avec les États-Unis ou la Chine. C'est un peu le grand écart permanent entre la solidarité et la performance. Pas facile de trouver le juste milieu. Maintenant, sortons un peu de l'Europe et regardons comment tout ça se traduit sur la scène mondiale. Quel est le vrai poids de l'Union dans le monde ? Alors, économiquement parlant, il n'y a pas photo. L'Union européenne, c'est un poids lourd. Elle pèse à elle seule un quart du PIB mondial. C'est juste colossal. C'est aussi une superpuissance commerciale. Un quart des exportations de services dans le monde, 15% pour les marchandises. Clairement, c'est un acteur absolument incontournable du commerce mondial. Mais, et c'est un mec qui change tout, cette puissance économique ne se retrouve pas du tout sur le plan politique et militaire. L'Union n'a pas d'armée commune. Elle n'a pas de diplomatie vraiment unifiée. Chaque pays fait un peu ce qu'il veut. Du coup, dans les grandes crises mondiales, sa voix porte beaucoup moins. C'est l'image classique du géant économique, mais du nain politique. Voyons maintenant comment cette Europe, avec toutes ses contradictions, fait face aux grands défis de la mondialisation. La base de tout, c'est le marché unique. La logique est assez mécanique, on supprime les frontières pour les marchandises et l'argent. Du coup, les entreprises vont chercher là où la main-d'œuvre est la moins chère, et donc les usines se déplacent vers les pays membres où les coûts sont plus bas. Ça crée de la richesse, c'est sûr, mais ça crée aussi de sacrées tensions. L'exemple que tout le monde a en tête, c'est l'usine Whirlpool. En 2018, l'usine d'Amiens, en France, a fermé ses portes. La production a été délocalisée en Pologne, à Łódź. C'est l'exemple parfait, et forcément douloureux, des conséquences sociales de cette compétition à l'intérieur même de l'Europe. Cette ouverture sur le monde, elle passe aussi par des accords de libre-échange, et là aussi, ça crée d'énormes débats. Le CETA, signé avec le Canada, a été hyper critiqué pour ses risques environnementaux. L'accord avec le Mercosur, en Amérique du Sud, a mis le feu aux poudres chez les agriculteurs européens qui dénoncent une concurrence déloyale. Chaque nouvel accord est une bataille politique. Et cette difficulté à parler d'une seule voix, on la retrouve puissance 1000 sur un autre défi majeur, la question migratoire. L'UE est la première destination au monde pour les migrants, mais il n'y a toujours pas de politique d'asile et d'immigration commune. Le résultat, c'est ce qu'on voit tous les jours, des tensions extrêmes entre les pays en première ligne comme l'Italie ou la Grèce et les pays de l'Est du groupe de Visegrad qui refusent toute forme de solidarité. Au final, on en revient toujours à la même question. Dans un monde où s'affrontent des géants comme les États-Unis et la Chine, est-ce qu'une union aussi tiraillée, aussi divisée peut vraiment peser dans la balance et défendre ses intérêts ? C'est la question cruciale pour son avenir. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite analyse.